êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs du public, chers invités, je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont rendu possible cette cérémonie, nos amis de la République des Valeurs qui n'ont ménagé aucun effort tous ces derniers jours pour faire en sorte que nous puissions être dans les conditions optimales ce matin pour pouvoir discuter. Je voudrais également remercier la presse d'être présente ce jour et nous l'espérons, nous aurons des échanges larges et fructueux. C'est pour ces raisons que nous avons préféré dissocier la cérémonie de dédicace à proprement parler de la conférence de presse pour que les échanges les plus larges aient lieu sur ce sujet ô combien important. Nous venons d'observer 1 minute de silence à la mémoire de Sénégalais. Peut-être que pendant que l'on parle, d'autres Sénégalais sont en train de fuir Peut-être que pendant que nous sommes en train de parler, des Sénégalais sont en train de fuir ce navire, ce Sunugal, qui ressemble à un bateau sans capitaine, sans cap, sans orientation précise, et où le désespoir est le mal le plus partagé, en dehors du coronavirus. Pourquoi cette situation? Et quand est-ce prendra-t-elle fin? Cette situation n'est pas due à une catastrophe naturelle ou au hasard. Elle doit assurément quelque chose à la politique économique de notre pays, dont, en l'occurrence, en l'espèce, le pendant ici, dans le domaine de la pêche, c'est les accords de pêche qui ont commencé, dont on a entendu parler, dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler depuis Sénégal 92, ils étaient peut-être trop jeunes, et qui, par des artifices, ont permis aux partis politiques de l'époque et au gouvernement de l'époque d'organiser le pillage de nos ressources halieutiques pour soi-disant financer une campagne footballistique. Depuis lors, le Sénégal est connu pour avoir signé parmi les pires accords de pêche qui ont participé à faire de notre mer, de nos océans, des vides, alors que les côtes mauritaniennes ou bissau-guinéennes sont hautement plus poissonneuses. Nous voyons donc le résultat de nos politiques de contrat et du système de pillage institutionnalisé dans ce pays. Et ce système de pillage, de corruption, il se donne à voir à cœur ouvert. Aucun Sénégalais sérieux ne peut prétendre qu'il n'y a pas dans ce pays un système de corruption institutionnalisé qui fait d'ailleurs que l'action politique n'a plus d'autre finalité que l'enrichissement des uns et la mise à disposition des gouvernants de ressources qui leur permettent d'acheter la conscience des électeurs et du plus grand nombre. Et en conséquence de cela, on voit une extrême pauvreté qui fait que les pêcheurs, qui fait que les fiches de paysans qui ne peuvent plus vivre de l'agriculture, on l'a vu récemment en Dengelé ou ailleurs, et dans le Fouta, en Dendori, à Amadou-Ounaré, où les mines de phosphate concédées dans des conditions inadmissibles à quelques individus qui ont mis le grappin sur l'ensemble des champs des paysans.
a fini par rendre ces paysans pauvres et à les pousser dans des aventures risquées et parfois suicidaires. Et je voudrais dire que le livre qu'on va voir tout à l'heure ne parle pas que de scandale ou de pétrole. Nous parlons par exemple des premières vagues de Barça et de Barça, dans les pages 64 et 65, où je comparais ce que j'ai vu aux Comores à ce que j'ai vu au Sénégal en 2006, étant représentant de la SECNA à Dakar, et voyant les vagues de Sénégalais rapatriés par les opérations Frontex, avec quelquefois des dépouilles, sur les cercueils desquels on placardé les photos des cartes d'identité ou des photos du mort. Et je me souviens, je le raconte dans le livre, du passage de Ousmane Ngom, qui est venu interroger Lord Goguenard, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, qui était venu interroger Lord Goguenard, des gens qui avaient été rapatriés. Et moi-même, j'étais très surpris de constater que l'un d'entre eux disait, quand tu l'avais dit, est-ce que vous repartirez à la mer après tout ce que vous avez vécu? L'un d'entre eux lui a dit, c'est ma 3e fois et je repartirai parce que ce pays ne nous offre aucune perspective. Et pourquoi il en est ainsi? Pourquoi les accords de pêche, les conditions dans lesquelles on octroie à un seul individu 300 hectares contre des populations à Ndengler qui ont leurs droits, ou ce qui se passe à Amadou Oumaré n'intéresse pas le Parlement qui doit se soucier de ces questions, n'intéresse pas la justice qui doit se soucier de ces questions. Quand il n'y a pas de justice dans un pays, quand il n'y a pas un Parlement dans un pays pour investiguer de ce qui se dit, de ce qu'on découvrira tout à l'heure dans la présentation du livre, alors il ne reste plus qu'aux citoyens de reprendre leurs paroles et de dire ce qu'ils savent en toute responsabilité. C'est pourquoi ce livre. Je voulais donc faire cette connexion entre la situation que nous vivons, des naufrages, la situation de ceux qui, pendant 30 ans, quand je parle de 92, quand je parle de Sénégal 92, c'était sous le régime PES. Et vous voyez dans le gouvernement actuel des reliques de ce régime. Quand je parle de Ousmane Ngom, c'était sous le régime de Wade que déjà les premières vagues de Barça et de Barça. Et il se trouve qu'aujourd'hui, comme par hasard, tous ces 3 régimes se sont retrouvés dans le gouvernement dernier d'arrangement. Et c'est pourquoi aussi, peu de personnes veulent qu'on parle de ce qui se passe dans ce livre qui ne concerne pas que Macky Sall. Pourquoi le livre? Après mon départ de gouvernement, je me rends que je suis en face d'une conspiration du silence, ce qu'on appelle une omerta, qui est la loi de la mafia, qui n'est pas la loi de la République, organisée autour d'un scandale des contrats pétroliers. Ainsi, c'est à travers la presse que moi, ministre en charge de l'énergie et des hydrocarbures, je découvre l'existence, après mon départ du gouvernement, 2 semaines après mon départ du gouvernement, je découvre l'existence d'un rapport de l'inspection générale d'État qui parle de 2012. Moi, je suis parti du gouvernement en 2017. Je vais essayer d'être très pédagogique, je vais aller lentement et donner les dates. En mai 2017, 22 mai, je découvre à travers le quotidien l'existence d'un rapport de l'inspection générale d'État qui date d'octobre 2012 et qui dit beaucoup de choses qui m'auraient intéressé. Mais comment cacher? Et ce rapport de l'inspection générale d'État contient des dépositions écrites, signées par des gens comme le directeur général de Petrosen, comme la directrice des hydrocarbures, qui m'étaient mes conseillers proches et qui ne m'ont jamais dit, malgré toutes les questions que je leur ai posées sur cette question. Donc c'est là une conspiration de silence. Et à la suite de ça, j'ai réclamé, comme d'autres leaders d'opinion, que
une commission d'enquête parlementaire soit instituée ou que des pétitions soient signées, que la justice se saisisse. Mais l'Assemblée nationale est restée inerte. La justice est restée muette sur cette question jusqu'en 2018, quand il y aura le scandale, ou 2019, quand il y aura la BBC. Donc la justice est restée totalement inerte. Donc, pour moi, qui était parti du gouvernement, comme on le verra tout à l'heure, sur la base de mon désaccord avec le contrat de Timis d'abord, puis de Total ensuite, je voyais que j'ai été victime d'une immense conspiration et que je devais prendre la parole. D'autant que le simulacre en 2019 d'une justice qui dit que d'un appel à témoins, alors qu'ils peuvent avoir accès aux documents que je vais vous montrer tout à l'heure. Je dis que ça me donne à dire qu'il nous faut prendre nous tous notre responsabilité parce que l'intérêt national prime sur toute autre considération. Et parce que nos convictions qui nous avaient poussés en politique, c'était précisément de mettre les valeurs devant nous. Alors, j'avertis tout de suite pour ceux qui voudront nous entraîner dans ce débat, je ne parle pas de vous, mais il est déjà passé. On a beaucoup jasé sur des secrets d'État que j'aurais trahis. Ceux qui ont lu le livre sont incapables de pointer une seule page où il y aurait des secrets d'État trahis. C'est plutôt la révélation de conspiration contre l'État. Or, quiconque conspire contre votre État, votre responsabilité est de le dénoncer ou de les dénoncer. La responsabilité de tout citoyen qui est en face d'une conspiration contre les intérêts supérieurs de sa nation, c'est de les dénoncer. Et les secrets d'État, d'ailleurs, ne valent que pour préserver les intérêts supérieurs de la nation et non pour servir à des conspirateurs contre les intérêts de l'État d'être couverts dans leur propre turpitude. C'est ensuite des crimes économiques dont les conséquences, nous le voyons, est là, dans les naufrages de nos enfants, dont les conséquences sont dévastatrices pour notre pays. Et ce que je dis, je ne le dis pas en l'air comme ça, mais c'est tellement vrai que c'est soutenu par la Constitution qui réclame la transparence dans la gestion des ressources naturelles. La transparence, c'est de dire ce qu'on sait. Et la loi numéro 2012-22, qui a été votée par l'Assemblée nationale élue après l'alternance de 2012 et qui a été promulguée par Macky Sall, son article 7.3, dit que quiconque est au courant de prévarication et de détournement de deniers de l'État, tout fonctionnaire ou tout agent public plutôt, qui est au courant de détournement et qui se tait, est complice de cette situation et est pénalement responsable. Ce livre n'est pas un livre qui s'occupe de scandale ou qui parle de scandale. Ce livre essaie d'expliquer pourquoi après 60 ans d'indépendance, nous sommes dans la situation actuelle de pauvreté, de faillite de l'État, de faillite de nos institutions, d'une Assemblée nationale qui a disparu, par exemple, depuis que la pandémie est là, et qui voit nos ressources les plus importantes être spoliées sans ciller, d'une justice qui n'existe pas, qui est, comme on le constate, aux ordres. Ce livre essaie d'expliquer pourquoi il en est ainsi et d'où remonte le mal. Et c'est pourquoi, on le verra tout à l'heure dans le sommaire du livre, on parle de bien d'autres choses que de pétrole et de gaz. Donc il y a au lieu que après l'indépendance, il y ait une construction d'un État de développement, d'un État rationnel, on constate au contraire, comme on le voit à travers l'actualité récente,
comment la corruption est devenue une arme politique où on achète ses adversaires politiques pour les installer au cœur du système et pour leur donner accès à coups de milliards, à travers les ressources du pays pour acheter leur silence et leur complicité. C'est de ça que parle le livre. Comment une coalition entre des intérêts sénégalais, et quand je dis intérêts sénégalais, ces intérêts se trouvent partout, y compris dans la presse, les relais d'opinion, qui essaient de défendre l'indéfendable, qui essaient de nous salir parce qu'on ose dire la vérité. Dans les partis politiques, dans l'opinion, comment la coalition des intérêts sénégalais et capitalistes qui bénéficient assez souvent de l'appui de leurs États et la généralisation de la culture de la corruption et ses effets sur notre économie, nos réserves foncières, on le voit beaucoup dans ces derniers temps, mais on en a beaucoup parlé dans le livre, et nos ressources naturelles, y compris nos ressources halieutiques, nos ressources forestières. Et pour vous conforter que le livre ne parle pas que de pétrole et gaz, vous voyez que j'essaie d'expliquer un peu au départ le sens de mon engagement politique qui n'est pas dû au hasard. Comment, d'un représentant de la SECNA au Sénégal, je suis passé à un membre fondateur de l'APR, puis comment l'APR est passé de l'opposition au pouvoir, et quelles sont les promesses qu'on avait faites à l'attention de l'opinion. Et voilà à peu près, les 3 premiers chapitres disent à peu près les raisons pour lesquelles j'ai quitté la SECNA. On m'a plus ou moins défenestré, comme dirait l'autre, parce que pour m'être opposé au tout-puissant ministre de l'époque, Farba Senghor, dans des conditions épiques que je rappelle, parce que le régime Wade avait installé un régime de pillage des ressources foncières et des réserves foncières de l'aéroport et en faisait naturellement ce qu'elle voulait, avec la complicité de certains hauts fonctionnaires dont le nom revient régulièrement au devant de la scène. Après l'alternance de 2012, comme directeur général de l'ARTP, j'ai découvert des affaires aussi dangereuses, aussi graves. Auparavant, il y a un chapitre important, je pense, qui s'appelle « Ceux qui dirent non à l'indépendance », qui explique un peu pourquoi le Sénégal est le Sénégal d'aujourd'hui. Dans quelles conditions on a acquis l'indépendance, ou dans quelles conditions nos élites de l'époque même ont refusé l'indépendance. Souvenez-vous que la Guinée de Sékou Touré est le seul État de l'ex-Afrique occidentale, dite française, alors qu'elle était africaine, mais sous colonisation française, on l'appelait française. La Guinée est le seul pays. Nous autres, Sénégalais, sous la houlette de nos élites, nous avons voté à 96% oui au référendum de De Gaulle, c'est-à-dire oui à la perpétuation de la colonisation. Et dans quelles conditions la colonisation a été arrangée avec des protocoles non publiés, non écrits, qui renvoient au titre du livre, le protocole de l'Élysée. Donc tous ces accords qui donnent accès à la France, un accès quasiment illimité à nos ressources, à nos bases militaires, à tout. Et comment, donc, ce qui explique en partie la suite de notre affaire. Donc l'affaire Global Voice MTL, un pillage de haut vol, on y reviendra peut-être en un exemple. L'affaire des immeubles de l'ARTP qui explique en partie comment les réserves foncières octroyées à des individus à 4200 francs le mètre carré sont rachetées par l'État qui les a octroyés à 4200 francs le mètre carré à 300 000 avec un taux de rentabilité de 7000% en quelques heures et qui permettent d'enrichir de manière éhontée des individus de façon à leur donner des ressources de faire de la politique. L'affaire est, en l'occurrence, c'est un chapitre digne d'intérêt parce qu'on y trouve toutes sortes de choses, y compris des décrets non publiés par le régime de Wade, comme tous les décrets non publiés de Macky durant la Covid sur le CSE, Conseil économique, social et environnemental l'honoraire. On y trouve que c'est Wade qui a été le véritable courtier dans cette affaire. Il y a un chapitre qui explique
la révolution numérique manquait du Sénégal. Comment? Parce qu'on a privatisé Sonatel sous prétexte de privatisation. D'ailleurs, on l'a vendu à une entreprise publique, ce qui est une hérésie. Dire qu'on va privatiser pour vendre à une entreprise publique, France Télécom. Et comment, en moins de 3 ans, France Télécom, en 97 et 2000, France Télécom a retrouvé ses billes. Et pendant plus de 17 ans qui restaient, a réalisé des bénéfices colossaux sans que le développement des télécommunications au Sénégal ne s'en ressentisse. Au contraire, vous allez dans n'importe quel village du Sénégal ou même dans les villes comme Dakar, vous avez de très faibles de connexion, etc. Et ça se poursuit comme ça sur de nombreuses autres questions, on y reviendra, mais dans les grandes lignes, les livres parlent d'investissement dans les infrastructures, le cadre de l'autoroute à péage, des choix suicidaires d'investissement dans le secteur de l'électricité, les centrales solaires, les centrales à barge. Et très récemment, on a entendu parler d'une centrale de 300 mégas octroyée à West Africa, que dirige un individu très connu des Sénégalais pour ses frasques. Le développement du secteur numérique au Sénégal et les jeux doubles d'Orange, etc. Là, j'explique un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, comment je suis passé d'un agent de la SECNA à membre fondateur de l'APR, de l'Alliance pour la République, parti qui avait été fondé sur des notions de Andenawlé, de gestion sobre et vertueuse, de restauration des valeurs d'honneur et de dignité. On peut mesurer ce qu'il en est aujourd'hui dans ce pays. Alors, très rapidement, mai 2012, Macky Sall est arrivé au pouvoir il y a moins de 2 mois. Moi, je suis directeur général de l'ARTP. Je découvre au moins trois affaires très scandaleuses qui mêlent des hommes qu'on retrouve encore aujourd'hui en pleine lumière en train de faire ce qu'ils veulent dans cette république-là. Alors que si une justice efficace existait, beaucoup de ces gens auraient été retirés de la circulation. Vous vous souviendrez tous de l'affaire Global Voice, qui est une entreprise comme il y en a eu beaucoup sous le règne de Wade, des entreprises parfaitement inconnues, sans référence connue, qui débarquent pour nous vendre la lune ou pour nous vendre la roue. En décembre 2011, Abdoulaye Wade modifie le code des marchés publics pour soustraire des contraintes d'un appel d'offres, le contrat d'assistance concocté par l'ARTP au profit d'une société créée pour la circonstance, Magal Trading Limited, en remplacement de Global Voice. Ici, une petite explication s'impose, puisque vous savez que Global Voice nous vendait quoi? Nous vendait la taxation sur les appels entrants, c'est-à-dire ce que fait déjà le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie, surtout des impôts et des taxes. C'est-à-dire ce qu'on sait faire parfaitement, ce que la douane fait, c'est ce qu'on essaie de nous vendre à travers une société qui n'a aucune compétence spécifique, mais qui plus est, pour pouvoir s'installer, on a dû modifier la loi. Et par rapport au régime clientéliste précédent de Diouf, ce qu'apporte Wade ici en l'occurrence, c'est l'utilisation de la puissance de l'État, de la loi, pour pouvoir faire des opérations financières à son profit, au profit de son clan, avec un détournement non plus à l'occasion d'un marché de route ou de construction, mais véritablement des affaires montées de toutes pièces à coups de milliards qui n'ont aucune finalité sociale ni économique, mais simplement l'enrichissement de quelques individus. Global Voice, MTL, c'était ça. On taxe les appels entrants, on prend à peu près 59%, on donne aux opérateurs, à l'État, on donne aux opérateurs le reste, et l'État se partage à 50% avec Global Voice ou MTL. Or, il se trouve que, il se trouve que Global Voice, qui était venu en premier lieu,
a été débouté par l'ARMP, a été débouté contesté par la Sonatel, par l'ensemble des Sénégalais, mais avait acquis dans des conditions qui n'avaient pas été autorisées par la loi, avait acquis des infrastructures et les avait installées dans un immeuble de l'ARTP, au centre-ville, avenue Saint-Michel, angle docteur Amadou Hassan Ndoye, docteur Thèse. Donc Global Voice acquiert ça, contesté, le contrat est rompu. Il y a une société créée par le régime, de toutes pièces, avec de parfaits inconnus, avec qui on signe un contrat sur 6 pages, qui va s'installer à la place de Global Voice, qui prétend avoir livré les infrastructures qui ont été déjà installées par Global Voice, qui prend plutôt service dans l'immeuble et occupe les installations, met les installations plutôt. Au bout d'une semaine, après la signature du contrat le 15 décembre 2011, et qui commence tout de suite à encaisser des milliards. 3 milliards entre janvier et février 2012, à la veille des élections, sans qu'ils aient absolument acheté aucun équipement. Le mardi, j'essaie en vain de rencontrer le président parce qu'on avait convenu, depuis qu'un certain ministre avait démissionné, déposé sa lettre au secrétariat général du gouvernement et est parti, on avait convenu qu'en gentleman, on ne va jamais déposer sa lettre de démission comme ça, sans rencontrer le président et lui dire ce qu'on pense et discuter. Donc le mardi, on devait continuer la discussion, j'essaie en vain, mais c'est la première dame qui m'appelle. Et je dis dans le livre qui était à côté de la première dame au moment où il m'appelait. Et qu'est-ce qu'elle dit exactement par rapport à ma démission? Celui qui était présent, c'est un directeur général que je nomme par son nom et prénom. Bon, comme on est devant les caméras et autres, je ne dis rien. Mais si vous ouvrez la page du livre, vous trouvez son nom. Il n'a jamais nié jusqu'ici. Je ne pense pas qu'il niera. C'est un des garçons dont je pense qu'il a quand même l'éthique et l'honneur. C'est pourquoi j'ai donné son nom. Mais on m'invite à déjeuner le lendemain, mercredi 26 avril. Pour ceux qui disent que je n'ai pas démissionné et que les choses ne sont pas passées. Moustapha Diakhaté est là parce que lui, il est plus diplomate. Et on a de meilleurs rapports pour avoir combattu ensemble, monté ensemble la paire, que ceux qui sont venus, qui avaient fait un exil diplomatique pendant les années dures et qui sont revenus pour prendre les premiers rôles après la victoire de Macky. Ce que je dis dans le livre, les derniers sont les premiers sont les derniers. Donc, on mobilise Moustapha Diakhaté, après le Conseil des ministres, on me fait venir au palais pour soi-disant déjeuner. Je dis non. Il faut voir parce qu'il y en a on envoie d'autres qui racontent n'importe quoi. Des dames de compagnie qui racontent n'importe quoi, ou des messieurs de compagnie qui racontent n'importe quoi. Moustapha Diakhaté, lui, était présent. Et quand on l'a interrogé sur RFM Matin, il a donné sa version des faits. Il n'a pas nié qu'on l'avait appelé pour recoller les morceaux et éviter mon départ. Et là, on n'était pas encore sur l'affaire Total, on était sur l'affaire Petro-Tim Tunis. Et quand je refuse de déjeuner et que je m'apprête, je dis la comédie a assez duré, je vais de ce pas à mon bureau signer ma lettre de démission et la faire déposer, qui a été signée, d'ailleurs la faire déposer au secrétaire général du gouvernement. On m'appelle, quand je sortais du palais, on m'appelle pour me dire on va signer l'affaire Total le 2. Je dis bon, c'est un bonus. Si vous refusez Petro-Tim et vous refusez Total, ça fait un bonus, c'est tout. C'est pourquoi l'affaire Total s'est immiscée pour éviter de dire que le départ du ministre de l'Énergie est lié à un dossier dans lequel il y a le nom du frère du président de la République, dans lequel le nom du président de la République revient souvent, dans lequel des rapports d'IGE ont disparu, etc., à la veille des législatives. Pourquoi ils ont fait venir l'affaire Total?
qui est un autre scandale. Et quand j'entends des Sénégalais dire, ouais, il y a des gens qui sont derrière eux. Parce que eux, dans leur tête, ils ne s'imaginent pas qu'être Sénégalais et être capable de dire que ça, ce n'est pas bon pour notre République et qu'on ne le fait pas, que ce n'est pas Sénégalais. Et qu'il faut forcément des puissances étrangères ou des intérêts étrangers ou des mers étrangères derrière nous. Ceux qui ont dit par parenthèse que j'ai refusé, que j'étais de connivence avec BP, qui a refusé de signer le contrat Timis-BP? Qui? Moi. Et vous verrez tout à l'heure qui l'a signé. C'est Boun-Dionne qui l'a signé quand je suis parti. Eh bien, 350 millions de dollars, c'est-à-dire 200 milliards de francs CFA payables 5 jours après la signature. Si j'avais signé le 24 avril ou le 20 avril quand je l'ai reçu, 5 jours après, il y a 200 milliards de francs CFA qui tombent. On dit que je suis allé à Houston négocier. Houston, il n'y avait rien. Ici, il y a 200 milliards que je signe. Si je voulais prendre l'argent, je suis assez fou pour laisser passer ça. Donc, l'affaire Petro-Tim, l'affaire Total, c'est bis repetita. Bis repetita. Et en plus grave, parce que sur le classement des offres, à l'époque, on disait oui, il y a une des dames, malheureusement, elle a été récemment... On ne tire pas sur les ambulances, donc je ne dis rien. Mais elle était une des défenseurs en disant, ouais, non, mais bon, Thierno Sall, il n'a qu'à nous sortir les éléments. Et votre ancien collègue, là, je ne sais pas s'il est toujours votre collègue, ministre d'État maintenant, ancien écrivain, ou mon collègue à moi, ancien, enfin, écrivain. En tous les cas, ils ont dit, non, il n'y a pas de document. Non, il n'y a pas d'offre complémentaire. Moi, ça, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Je vous dis tout de suite. Ça, c'est Petrosen qui a fait ce classement. Ce n'est pas mon classement. Transmis en moi le 30 avril 29 ou 30 avril 2017. Il faut que je cherche dans le document. Et qui classait British Petroleum et Cosmos premier. Ils ont toujours dit que, oui, non, le Thierno Sall voulait donner les 2 blocs à Cosmos. C'est faux. Parce qu'ils ont caché qu'il y avait en réalité BP et Cosmos qui avaient déposé ensemble. La deuxième meilleure offre, c'était, en tout état de cause, Total était 5e. Quand j'étais jeune à l'école, on dirait avant d'arrêt. Je ne sais pas si ça se dit toujours. Donc, avant d'arrêt devient premier. Bon, pays, tout est possible, hein, parce que même les élections, avant d'arrêt peut être premier. Donc, j'essaie de vous récapituler quelques fausses informations, quelques fausses accusations et de les mettre à l'abri. On dit que Thierno Alassane Sall n'a jamais rien dit ou fait lorsqu'il était au pouvoir. Il a commencé à dénoncer après son départ du gouvernement. Totalement faux. Je rappelle ce que j'ai fait avec plainte MTL, etc. contre X. Comment cette affaire s'est soldée, vous pouvez vérifier. J'avais fait mise en demeure suivie de plainte contre Pape Cheikh Hamad. Refusé de signer le contrat octroyé à FH. Et j'avais à l'époque proposé ma démission, ce que confirme Abdoul Mbaye. Par parenthèse. Si on refuse de se parler, c'est pourquoi, pour garder son poste, moi j'avais offert de partir en 2013. C'est dans le livre, c'est confirmé par Abdoul Mbaye sur Dakaractu. Refuser de signer les contrats sur les lampadaires solaires. Si vous êtes ci biir, boo nekkee ci biir soxlawul ngay wax jëfal li nga war a def da nga koy def rek mu jeex. looy taxaw ci mbedd yi di yuuxu buñ ma defee nii wala buñ ma joxoon lii li ñu la jox kay def ci lan la wax. Quand on m'a amené sur la RTS 28 août 2016, j'étais ministre en pleine tempête Petro-Tim. Vous avez entendu ici
Timis débarquer ici, prendre une armée d'avocats, menacer les trucs. Vous m'avez vu parler? Oui, vous m'avez vu parler sur la RTS. J'ai dit, face aux journalistes qui me posaient la question pour me tendre la planche, pour laver le frère du président de la République, j'ai dit, s'il y a un hiatus sur le contrat, parce qu'il m'a dit que pensez-vous de l'implication du frère du président? Je dis, ça semble être le hiatus, la clause qui remettrait en cause le contrat. En tout cas, s'il y a un hiatus, une clause qui remet en cause le contrat, moi, je vais le dénoncer. Vous pouvez aller vérifier. Hein? Vous pouvez aller vérifier. Fact-checking, comme disent les Américains, sur tout ce que dit le président. Faites le fact-check. Faites le fact-check aussi, vous verrez que quand on était à l'Assemblée nationale, quand ils ont voulu, bon bref, je ne veux pas être long, TAS a refusé, Thierno Alassane Sall a refusé de signer le contrat de Total parce qu'il défendait les intérêts de Cosmos. J'ai répondu, le contrat de cession de Franck Timis que je refuse de signer était établi au profit de BP et de Cosmos. Si j'étais agent ou partisan de Cosmos, je l'aurais signé. Et ça, c'était plus liquide. 200 milliards de dollars, mesdames, messieurs, sur la table, tout de suite. Et les royalties de 1%. Le DG de Petrosen trouvait le contrat avec Total inacceptable. Je n'étais pas le seul à trouver le contrat que j'ai refusé de signer pour Total inacceptable. C'est pourquoi d'ailleurs, il n'est pas venu le matin du 2 mai se présenter pour la signature du contrat. Il a fallu qu'on allait le prendre manu militari avec des gendarmes l'après-midi pour qu'il vint signer. Sans Petrotim, on n'aurait pas trouvé du pétrole, ça je crois avoir répondu. Ça a été démis de, Thierno Alassane Sall a été démis de ses fonctions, ça je crois avoir dit. Donc, le 2 mai, quand j'ai quitté le pouvoir, le ministère, Boun Abdallah Dionne a été nommé ministre plein, pas par intérim, pour qu'il puisse avoir toutes les latitudes de signer, parce qu'ils savent très bien que toute autre personne qui aurait pris aurait eu des réticences suite à mon départ. En tout cas, les jours qui suivent, ils signent pour BP la transaction entre Timis, BP et Cosmos. 5 jours après, BP Cosmos encaisse, Timis encaisse 200 milliards de francs CFA en tout. Ils ne vous l'ont jamais dit. Qui a bénéficié de ces 200 milliards? On sait très bien que ça ne peut pas être que Timis. Ceux qui l'ont aidé si gravement ne l'ont pas aidé que pour ses beaux yeux. Et si on s'arrête un instant sur le 1%, les gens ont dit comment la BBC peut dire qu'il est parti avec des milliards si on s'arrête une minute avec le 1%. Vous savez, 1% c'est quoi? 1% de 100 000 barils jour, c'est 1000 barils jour. Vous le multipliez par le cours du dollar, par exemple 70 dollars le baril, c'est 70 000 dollars. Que vous multipliez par le cours du dollar en francs CFA, 600 par exemple, que vous multipliez par le nombre de jours dans l'année, 365, que vous multipliez par 45 le nombre d'années du contrat. Ça fait des milliers de milliards. Timis, qui est rentré au Sénégal, comme les colons rentraient dans ce pays-là, avec des chaussures mal trouées, un costume mal fagoté, avec un passé lourd, mais qui s'est entouré de Sénégalais qui l'ont défendu, urbi et orbi, est parti avec des milliers, avec 200 milliards d'abord cash, et des milliers de milliards à venir dès que le gaz va être exploité. Et pendant ce temps, comme ce qui s'est passé au Nigeria, qui produit, Dieu seul sait combien, 2 millions de barils jour, 2 millions 500 000 barils, d'aucuns disent 4 millions de barils jour. Et vous avez vu les émeutes récentes au Nigeria, vous avez vu l'armée nigériane qui n'est pas capable de défendre le Nigeria face à Boko Haram, mais qui est capable de tirer sur des foules innocentes.
Voilà ce qui nous restera toujours. Combien on aurait pu régler avec 200 milliards avec lesquels les Timis est parti? Et est-ce que dénoncer ce fait-là, être sénégalais, s'appeler Thierno Alassane et non Franck Timis, dénoncer ces faits-là pour le seul intérêt du Sénégal, est-ce que ça, c'est trahir des secrets d'État? Non, ceux qui ont trahi, c'est ceux qui ont utilisé les ressources de l'État, les moyens de l'État, la loi de l'État, la force de l'État, pour pouvoir enterrer les affaires comme l'affaire MTL. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.